À quoi pense un garçon de 17 ans lors de son dernier après-midi, quand il connaît déjà l'heure exacte à laquelle il va mourir? Nous connaissons la réponse, dans ce cas précis, parce qu'il l'a écrite. Et ce n'est pas ce que quiconque attendrait. Le 26 mai 1945. En fin d'après-midi, la base aérienne militaire de Bansei, à la pointe méridionale balayée par les vents de Kyushu, l'île principale la plus au sud du Japon. Un photographe de l'Asahi Shimbun s'était agenouillé dans la terre au bord de la zone de dispersion et avait cadré 5 jeunes hommes dans son viseur. 4 d'entre eux se tenaient debout ou accroupis derrière le 5e, qui était assis près du sol, les jambes repliées sous lui. Le 5e garçon tenait un chiot. Le chiot était petit, brun et blanc, avec les membres souples et les pattes surdimensionnées d'un animal qui n'a pas encore fini de grandir, et le garçon l'avait serré contre sa poitrine des 2 mains avec la spontanéité d'un enfant qui tient quelque chose qu'il aime. Il portait une combinaison de vol. Il avait une casquette de pilote en cuir repoussé en arrière sur la tête et des lunettes posées sur son front. Et il regardait l'objectif avec une expression que le photographe décrirait plus tard comme n'étant ni posée ni jouée. C'était un sourire. Un vrai. Le garçon qui tenait le chiot avait 17 ans. Il s'appelait Yukio Araki, et on lui avait dit que le lendemain matin, il piloterait un avion chargé de bombes contre un navire de guerre américain et mourrait. Les 4 jeunes hommes disposés autour de lui avaient 18 et 19 ans, et on leur avait dit la même chose. Le photographe appuya sur le déclencheur. L'image qu'il captura en cette fraction de seconde survivrait à tous les hommes qui s'y trouvaient, serait reproduite dans des livres, des musées et sur des écrans qui ne seraient pas inventés avant un demi-siècle, et deviendrait, pour des millions de personnes qui n'ont jamais connu son nom, la photographie la plus hantée de toute la guerre du Pacifique. C'est la photographie de 5 adolescents et d'un chiot lors du dernier jour entier qu'ils vivraient jamais. Yukio Araki est né le 10 mars 1928 dans le quartier de Miyamae à Kiryu, une ville textile de la préfecture de Gunma, au nord de Tokyo, où les métiers à tisser avaient claqué pendant les heures diurnes depuis des générations et où les collines s'élevaient vertes derrière les toits. Il était, selon les témoignages conservés par sa famille et son biographe, un garçon ordinaire dans les aspects qui comptent et exceptionnel dans un seul domaine précis. Il aimait les avions, non pas à la manière abstraite d'un enfant qui aime l'idée de voler, mais à la manière concrète, technique, obsessionnelle d'un garçon qui construit. Il construisait des maquettes d'avions. Il en étudiait les proportions, les charges à l'air, les relations entre le poids et la portance qu'il ne pouvait pas encore nommer, mais qu'il ressentait dans la façon dont une maquette bien faite planait à travers une cour d'école. Il participa à un concours de maquettes d'avions étant enfant et remporta le premier prix. Il était habile de ses mains et de son esprit, et la chose vers laquelle ses mains et son esprit revenaient, encore et encore, était la machine qui volait. Rien en cela ne le destinait à autre chose qu'une vie ordinaire dans un métier ordinaire. Dans une autre décennie, il aurait pu devenir ingénieur, mécanicien, concepteur des avions même qu'il aimait. Il naquit dans la mauvaise décennie. Il était un garçon japonais qui atteignit l'âge adulte dans un Japon qui avait décidé, dans les conseils d'hommes qu'il ne rencontrerait jamais, de mener une guerre qu'il ne pouvait pas gagner. Et la machine qu'il aimait deviendrait l'instrument de sa mort avant qu'il soit assez âgé pour voter, se marier ou comprendre pleinement ce qu'on lui demandait. Voici l'histoire de la façon dont l'armée impériale japonaise en vint à envoyer des garçons de 17 ans dans des missions dont elle savait qu'ils n'en reviendraient pas. Comment une génération d'enfants qui avaient rejoint un programme de jeunes aviateurs par amour des avions fut transformée en pilote d'attaque à sens unique. Ce que ces garçons écrivirent à leur famille dans les jours précédant leur mort, et pourquoi une seule photographie de l'un d'eux tenant un chiot est devenue, pour les gens de tous les camps de cette guerre lointaine, l'image la plus durable et la plus troublante de ce que la fin de la guerre du Pacifique a réellement coûté. Ce n'est pas une histoire de stratégie, bien que la stratégie l'ait produite.
C'est une histoire sur un type particulier d'arithmétique qu'une nation perdante effectue quand elle n'a plus rien d'autre à dépenser que les vies de ses jeunes, et sur le garçon au centre de la photographie qui avait 17 ans, qui aimait les avions, qui tenait un chiot lors de son dernier après-midi et qui écrivit des lettres à sa famille avec instruction de ne les ouvrir qu'après qu'on lui ait annoncé sa mort. Pour comprendre comment Yukio Araki s'est retrouvé dans ce cockpit, il faut comprendre le programme qu'il y a mis. Et pour comprendre le programme, il faut comprendre la catastrophe qu'il a fait paraître, aux yeux des hommes qui dirigeaient l'effort de guerre japonais, comme une chose raisonnable à faire. Au printemps 1945, la situation stratégique de l'Empire du Japon était passée au-delà du sombre pour atteindre quelque chose de plus proche du terminal. La flotte de porte-avions qui avait attaqué Pearl Harbor en 1941 avait été détruite, ses équipages irremplaçables perdus dans une série de batailles qui avaient réduit l'aviation navale japonaise à une fraction de sa puissance antérieure. Les forces américaines avaient même pris les Mariannes, les Philippines et attaquaient désormais Okinawa elle-même, une île considérée comme faisant partie du sol natal japonais et dont la perte placerait les bombardiers américains et la force d'invasion éventuelle à portée directe des îles principales. Les pilotes qualifiés qui avaient autrefois rendu l'aviation navale et terrestre japonaise parmi les plus redoutables au monde étaient en grande partie morts, et le vivier de formation qui aurait dû les remplacer avait été privé de carburant, d'avions et de temps. Le Japon produisait des avions qu'il pouvait à peine ravitailler en carburant, pilotés par des aviateurs qu'il pouvait à peine former, contre un ennemi dont la capacité industrielle produisait des navires, des avions et des équipages formés à un rythme qu'aucune quantité de courage japonais ne pouvait égaler. Les mathématiques du combat aérien conventionnel étaient devenues sans espoir. Un pilote japonais mal entraîné dans un avion obsolète, envoyé contre le tir anti-aérien guidé par radar et la couverture de chasseurs expérimentés d'un groupe de combat américain, serait presque certainement abattu avant de pouvoir infliger le moindre dommage. Sa mort n'achèterait rien. C'est dans ce contexte que l'armée japonaise, d'abord la marine puis l'armée, embrassa l'attaque spéciale, le Toko, comme doctrine officielle. La logique en était aussi froide que terrible. Si une attaque conventionnelle d'un pilote à moitié entraîné entraînerait presque certainement la mort de ce pilote sans rien accomplir, alors peut-être que ce même pilote, en s'écrasant délibérément avec son avion et sa charge de bombes sur un navire ennemi, pourrait au moins garantir que sa mort accomplit quelque chose. L'attaque spéciale convertissait la mort quasi certaine du pilote d'un gaspillage en une arme. Elle nécessitait presque aucune formation, car les seules compétences qu'elle exigeait étaient la capacité de décoller, de naviguer vers la zone cible et de viser l'avion vers un navire lors de sa plongée finale. Elle ne nécessitait pas de vol de retour, ce qui signifiait que l'avion n'avait pas besoin de carburant pour le retour et que le pilote n'avait pas besoin de compétences pour l'opération délicate d'atterrir sur un porte-avions ou de retourner vers une base contestée. Du point de vue d'un commandement militaire qui avait épuisé toutes les autres options, l'attaque spéciale était l'utilisation la plus efficace des ressources qu'il restait au Japon, lesquelles en 1945 consistaient principalement en avions obsolescents et en très jeunes hommes. Les Japonais donnèrent à ces unités un nom tiré d'une légende du XIIIe siècle, le kamikaze, le vent divin, le typhon qui avait 2 fois détruit les flottes d'invasion de Kubilai Khan et sauvé le Japon des Mongols. L'implication était claire. Le Japon, de nouveau face à une invasion, convoquerait un nouveau vent divin, et cette fois, le vent serait fait de ses propres enfants. Yukio Araki n'avait rien de tout cela en tête lorsqu'il revêtit pour la première fois un uniforme. Il s'était porté volontaire pour quelque chose qui ressemblait, pour un garçon de 15 ans amoureux des avions, à l'accomplissement d'un rêve. Au début des années 1940, le service aérien de l'armée impériale japonaise exploitait un programme de formation de jeunes pilotes, une voie par laquelle les garçons pouvaient entrer dans la formation à l'aviation militaire, à un âge où, en temps de paix,
Ils auraient encore été à l'école. Le programme s'appelait le système Shoei, et il attirait des garçons de tout le Japon qui étaient attirés par la perspective d'apprendre à voler, par le prestige de l'uniforme, par la ferveur patriotique qui saturait la société japonaise en ces années-là, et dans de nombreux cas, par le simple et puissant désir d'un garçon doué mécaniquement de mettre la main sur un vrai avion plutôt que sur une maquette en bois de balsa. Araki s'engagea à 15 ans. Il faisait partie de la 15e promotion du programme de jeunes pilotes. Vers septembre 1943, il commença sa formation à la base aérienne de Tashiarai. Il apprit ce que la formation au vol enseigne: la maîtrise d'un avion au décollage et à l'atterrissage, la navigation, la gestion d'un moteur, la discipline du vol en formation. Il était, selon les évaluations qui subsistent, un stagiaire capable, un garçon dont l'amour de l'enfance pour les avions lui avait donné une longueur d'avance sur la compréhension technique que le pilotage exige. Après avoir terminé sa formation, il fut affecté au terrain d'aviation de Metabaru et en 1944, il fut envoyé à Heijo, la ville aujourd'hui connue sous le nom de Pyongyang, en Corée, qui faisait alors partie de l'Empire japonais. Il avait 16 ans, était un pilote militaire formé, loin de la ville textile où il avait construit ses premières maquettes, et la guerre se refermait sur les îles natales avec l'inexorabilité d'une marée. Lorsque les garçons du programme de jeunes aviateurs s'étaient engagés, les unités d'attaque spéciale n'existaient pas encore. C'est un fait que les historiens qui ont étudié les kamikazes ont souligné, car il touche directement à la question de ce que ces jeunes hommes savaient et choisissaient. Ils s'étaient engagés pour être pilotes, au sens ordinaire, à une époque où être pilote signifiait effectuer des missions de combat avec au moins la possibilité théorique d'en réchapper. La transformation de ces unités en forces d'attaque à sens unique vint plus tard, après que les garçons fussent déjà dans le système militaire, déjà formés, déjà liés par la discipline de fer et la pression sociale écrasante d'une institution qui ne permettait pas le refus et d'une société qui avait fait du sacrifice de soi pour la nation la plus haute des valeurs. Au moment où l'attaque spéciale devint leur destin assigné, la plupart de ces jeunes hommes n'étaient plus en mesure de refuser de manière significative. Les formes de volontariat que le programme utilisait étaient, dans de nombreux cas, des formulaires au sens le plus littéral du terme, des demandes de volontaires présentées dans des contextes où refuser était socialement et institutionnellement presque impossible, où un garçon qui ne se portait pas volontaire aurait déshonoré lui-même, sa famille et son unité, et où la pression du groupe et les attentes de la culture se combinaient pour faire que le choix ressemblait moins à un choix qu'à une obligation déjà décidée pour lui. Certains se portèrent volontaires avec une conviction sincère. Certains se portèrent volontaires parce qu'ils ne voyaient pas comment refuser. Beaucoup existaient quelque part entre les deux, dans une région du cœur humain pour laquelle le langage simple du choix et de la coercition est insuffisant. Ce qui est clair, c'est que Yukio Araki, qui s'était engagé à 15 ans par amour des avions, se retrouva à 17 ans affecté à une unité dont le but était sa mort. L'unité était le 72e escadron Shinbu, l'un des nombreux escadrons d'attaque spéciale que l'armée forma au printemps désespéré de 1945. Dans les premiers mois de cette année, les jeunes pilotes de l'escadron se déplacèrent à travers une série de bases au gré des changements dans les plans opérationnels. Ils avaient y été en Corée. Des ordres début mai les renvoyèrent vers les îles natales, en passant par Pyongyang, puis par la base aérienne de Metabaru dans la préfecture de Saga, où Araki avait effectué une partie de sa formation de vol l'année précédente. Le 25 mai, l'escadron vola de Metabaru au terrain d'aviation secret de l'armée à Bansei, à la pointe sud de Kyushu, point de départ à partir duquel ils lanceraient leurs attaques contre la flotte américaine au large d'Okinawa. La distance de Bansei aux eaux autour d'Okinawa était dans l'autonomie de leurs avions lors d'un vol à sens unique. Il n'était pas question d'un retour. Les pilotes le savaient. Ils le savaient depuis des semaines. Le déplacement vers Bansei était l'approche finale non pas d'un avion, mais d'une vie. La dernière étape d'un voyage
dont la destination était un bout d'océan particulier, à plusieurs centaines de kilomètres, au sud, où des destroyers américains assuraient une veille radar et attendaient exactement le type d'attaque que ces garçons avaient été chargés de mener. C'est durant cette période, au début du mois d'avril avant les déplacements finaux de l'escadron, que Yukio Araki fit la chose qui l'a fixé dans l'histoire plus fermement que la façon dont il mourut. Il rentra chez lui, le 5 avril 1945, lors de ce qui serait sa dernière visite à la ville textile de Kiryu, où il était né. Il s'assit et écrivit des lettres à sa famille, et il leur remit ces lettres avec l'instruction de ne pas les ouvrir avant que la famille n'apprenne la nouvelle de sa mort. Il y en avait 3. L'une était adressée à son père et à sa mère. L'une était adressée à son frère aîné, Seiichi, et l'une était adressée à ses 3 frères cadets, dont les noms étaient Yasuyoshi, Yoshio et Kunikatsu. Ces lettres ont survécu. Elles ont été conservées, transcrites et traduites, et elles comptent parmi les documents les plus extraordinaires issus de toute la guerre du Pacifique, non parce qu'ils sont éloquents dans un sens littéraire, mais parce qu'ils sont si insupportablement ordinaires de la manière spécifique dont les mots d'un garçon de 17 ans face à la mort sont ordinaires. Ce sont les mots d'un garçon à qui sa culture et sa formation ont donné le vocabulaire du sacrifice national et qui utilise ce vocabulaire fidèlement. Et à travers l'usage fidèle duquel transparaît, encore et encore, la voix inimitable d'un enfant ordinaire, effrayé, aimant, qui aime sa famille et ne comprend pas entièrement pourquoi il doit la quitter. Dans la lettre à ses parents, Araki écrivit dans le registre formel qu'imposait l'occasion et sa formation. Il leur dit qu'il avait été décidé qu'il participerait à la bataille d'Okinawa en tant que membre des forces d'attaque spéciales, et il dit qu'il en était profondément ému, qu'il se réjouissait de couler un navire ennemi d'un seul coup. Il s'excusa auprès d'eux de n'avoir pas pu être un fils dévoué pendant les quelques 10 ans dont il pouvait se souvenir, c'est-à-dire de ne pas avoir été un meilleur enfant pendant la totalité de sa courte vie consciente. Il leur dit que grâce à l'enseignement de ses officiers supérieurs, il en était venu à comprendre comment se consacrer à son pays, et il leur demanda, dans une formule qui est presque impossible à lire sans frémir, de trouver du plaisir dans sa loyauté envers l'empereur et sa dévotion envers eux en tant que parents. Il leur dit qu'il n'avait aucun regret. Il leur demanda d'élever ses 3 frères cadets, pour qu'eux aussi puissent un jour servir la nation comme aviateurs. Il envoya ses amitiés à ses parents et à tous les membres de l'association de quartier, le petit organe civique qui liait entre elles les maisons de sa rue, et il dit au revoir. La lettre à son frère aîné Seiichi était plus chaleureuse et plus personnelle. La lettre d'un frère cadet à l'aîné qui avait veillé sur lui. Il remercia Seiichi de s'être occupé de lui pendant si longtemps. Il s'excusa de n'avoir jamais pu lui rendre cette gentillesse et il lui demanda de s'en réjouir, car sa mort lors de l'attaque serait le remboursement. Il écrivit que la situation de guerre qui s'intensifiait le rendait nécessaire de s'écraser avec son corps sur l'ennemi. Il nota que Seiichi lui-même entrerait dans l'armée cette même année, et il demanda, comme il l'avait demandé à ses parents, que les 3 petits frères reçoivent une bonne éducation pour qu'ils puissent grandir et devenir de beaux hommes. Il termina cette lettre par une image qui revient dans les écrits des kamikazes, la promesse de se retrouver sous les fleurs à Kudan, la colline de Tokyo où se dresse le sanctuaire Yasukuni, le sanctuaire national où l'on croyait que les esprits des morts à la guerre du Japon se rassemblaient, et où les cerisiers fleurissaient chaque printemps. Mais c'est la 3e lettre, celle adressée à ses 3 frères cadets, qui a brisé le cœur de presque tous ceux qui l'ont lue au cours des 80 ans qui se sont écoulés depuis qu'elle fut écrite, car c'est dans cette lettre que le garçon de 17 ans disparaît presque entièrement, et que le simple frère aîné protecteur prend sa place. Il n'écrivit pas à Yasuyoshi, Yoshio et Kunikatsu sur la loyauté, l'empereur ou la mort glorieuse. Il leur écrivit sur la nourriture. Il leur dit de bien étudier et de bien manger. Il leur dit de ne pas se retenir au repas
de ne pas être timides pour prendre leurs rations alimentaires, dans un pays où la nourriture était rare et rationnée. Car, leur expliqua-t-il avec le pragmatisme simple d'un frère aîné qui a réfléchi attentivement à ce que ses petits frères avaient le plus besoin d'entendre, ils ne grandiraient pas s'ils ne mangeaient pas. Il leur dit d'obéir à leurs parents et de devenir de bons hommes. Il leur dit de ne pas se contenter de petites réussites, de ne pas être fiers de succès mineurs, mais de faire de leur mieux en tout. Et il leur rappela Toyotomi Hideyoshi, le fils de paysan qui s'éleva pour gouverner tout le Japon, et de l'idée ancienne que l'échec est le fondement du succès. Et puis il le signa, simplement, en tant que leur frère aîné. Un garçon de 17 ans qui savait qu'il lui restait un jour ou deux à vivre, passa une partie de ses dernières heures à s'assurer que ses petits frères comprenaient qu'ils devaient manger pour grandir fort. Il n'existe aucune doctrine militaire, aucune analyse stratégique, aucun jugement politique sur la guerre qui puisse pleinement rendre compte du poids particulier de cela. C'est la voix d'un enfant qui joue le rôle de parent, la voix du fils aîné qui assume dans sa dernière lettre la responsabilité des frères qu'il ne verrait pas grandir. L'escadron atteignit Bansei le 25 mai. Le 26 mai, la veille du départ prévu, le photographe de l'Asahi Shimbun vint à l'aérodrome. Le chiot, selon divers témoignages, était une mascotte que les jeunes hommes avaient adoptée, l'un de ces petits animaux qui se rassemblent autour de tout groupe de soldats, attirés par les restes de nourriture et la chaleur de la compagnie humaine, et que les soldats à leur tour adoptent parce qu'un animal ne leur demande rien sinon d'être nourri et tenu, et donne en retour une affection simple et sans complications que le reste de leur vie, en ce lieu et à ce moment-là, ne pouvait pas leur offrir. La photographie fut prise en fin d'après-midi. Araki était assis au centre, tenant le chiot. Autour de lui se trouvaient ses camarades, des garçons de 18 et 19 ans, penchés en avant, certains touchant le chiot, tous regardant vers l'objectif. Ils étaient détendus. Ils étaient, dans la photographie, impossibles à distinguer d'un groupe quelconque d'adolescents, un après-midi quelconque, dans n'importe quelle décennie, rassemblés autour d'un jeune animal et d'un appareil photo. Le sourire sur le visage d'Araki est le détail qui a fixé l'image dans la mémoire du monde, car c'est un vrai sourire, le sourire d'un garçon qui apprécie un petit bon moment. Et parce que nous, qui regardons la photographie, savons ce que son visage ne trahit pas, à savoir qu'on lui avait dit qu'il mourrait le matin, le photographe a capturé un moment de bonheur adolescent ordinaire lors du dernier jour entier de la vie des garçons, et c'est la collision entre l'ordinaire du moment et l'énormité de ce qui s'en venait qui rend la photographie si difficile à regarder et si impossible à oublier. Dans la nuit du 27 mai 1945, avant que les avions ne décollent, Yukio Araki écrivit une dernière lettre et une courte note au crayon. La dernière lettre, adressée à sa famille, était brève. Il leur dit qu'il espérait qu'ils allaient bien mal bien. Il leur dit qu'il partait ce jour-là en mission et qu'il obtiendrait sûrement un grand résultat. Il répéta la promesse de se retrouver à Kudan quand les cerisiers fleuriraient, et il leur demanda de prendre soin d'eux et de transmettre ses amitiés à ses frères cadets et à l'association de quartier, et il dit au revoir. La note au crayon était encore plus courte, et elle contenait le détail qui, comme la lettre sur la nourriture, perce à travers toutes les couches de doctrine et de rhétorique, jusqu'aux faits humains nus en dessous. Il dit à ses parents qu'il partait enfin, le 27, pour le lieu de la bataille décisive. Et il leur dit qu'il leur envoyait 2 choses. Il leur envoyait des mèches de ses propres cheveux qu'il avait coupées la veille de sa sortie, et il leur envoyait le badge du 72e escadron Shinbu, l'insigne qu'il avait porté sur sa combinaison de vol, qu'il leur envoyait, dit-il, parce qu'il le porterait jusqu'à la fin et qu'ensuite il devrait leur appartenir. Il s'excusa du caractère hâtif de la note. Il la signa de son prénom. Un garçon de 17 ans, le matin où il devait mourir, coupa des mèches de ses propres cheveux à envoyer chez lui à sa mère et à son père, parce que les cheveux étaient la seule partie de son corps qui pouvait leur être rendue,
parce que le reste de lui serait perdu dans la mer, au large d'Okinawa, et une mère japonaise dont le fils mourrait lors des attaques spéciales n'aurait, dans de nombreux cas, rien de lui à enterrer qu'une mèche de cheveux, un drapeau plié et quelques feuilles de papier. La mission fut lancée ce matin-là. 10 avions du 72e escadron Shinbu décollèrent de Bansei, bien que l'un eut des problèmes de moteur et que son pilote fut contraint de faire demi-tour. Un événement qui comportait sa propre cruauté particulière, car un pilote qui s'était armé de courage pour la mort et s'en était ensuite vu privé par une panne mécanique, se retrouvait à devoir affronter la position insupportable de devoir retrouver ce courage. L'avion qu'Araki pilotait était un Mitsubishi Ki-51, un avion d'assaut de type 99 de l'armée que les forces alliées avaient surnommé Sonia. Un avion d'attaque monomoteur de conception obsolescente, chargé d'une bombe. Ce n'était pas une machine sophistiquée. C'était, en 1945, une relique, le genre d'avion qui aurait été abattu en quelques secondes lors d'un engagement conventionnel contre des chasseurs américains. Mais pour le but de l'attaque spéciale, la sophistication n'était pas requise. L'avion devait voler vers le sud, trouver les navires américains et piquer. Les pilotes volèrent vers Okinawa, vers l'anneau de navires de guerre américains qui encerclaient l'île, et en particulier vers les destroyers qui assuraient la veille radar dans un large cercle autour de la flotte principale, à plus de 64 km des plages de débarquement, positionnés là précisément pour détecter et absorber les attaques kamikazes avant qu'elles ne puissent atteindre les transports et porte-avions vulnérables au centre. Le navire qui se trouvait sur le chemin de Yukio Araki ce matin-là était l'USS Brain, un destroyer, numéro de coque DD-630, construit au Bath Iron Works, dans le Maine, et lancé en 1943. Le 27 mai 1945, le Brain et un autre destroyer, l'USS Anthony, avaient navigué jusqu'à leur position assignée au poste de veille radar numéro 5, relevant un troisième destroyer qui avait tenu le poste avant eux. À 7h44 du matin, le branle-bas de combat sonna à travers le Brain. L'alarme qui envoya chaque homme à bord courir vers son poste de combat, car des avions japonais avaient été détectés en train de piquer hors des nuages bas qui planaient sur la mer ce matin-là. L'attaque vint des nuages, du côté tribord, un assaut coordonné de plusieurs avions en succession rapide. Le Brain fut frappé par 2 avions kamikazes à quelques moments d'intervalle l'un de l'autre. Les archives japonaises et l'analyse d'après-guerre suggèrent que l'avion de Yukio Araki était l'un des 2 qui la frappèrent, bien que dans la nature de l'attaque spéciale, où le pilote ne survit pas pour faire un rapport et où le chaos du moment laisse l'attribution précise incertaine, cela ne puisse jamais être établi sans aucun doute. Ce qui est certain, c'est le résultat. Les 2 avions qui frappèrent le Brain tuèrent 66 membres de son équipage, avec des chiffres dans certains registres atteignant 67, et en blessèrent beaucoup d'autres, sur un effectif d'environ 325 hommes. Les explosions et les incendies déchirèrent le navire et infligèrent des dommages catastrophiques. Mais le Brain ne coula pas. Il tint bon. Son équipage survivant combattit les incendies et les voies d'eau, et il fut maintenu à flot, remorqué en lieu sûr, réparé temporairement à Okinawa, puis renvoyé jusqu'à Boston pour des réparations permanentes, arrivant début août 1945. Il servirait dans la marine des États-Unis pendant encore 26 ans, jusqu'en 1971, après quoi il fut vendu à l'Argentine. Le destroyer que Yukio Araki donna sa vie de 17 ans pour détruire lui survécu de plus d'un quart de siècle. C'est l'arithmétique de l'attaque spéciale, énoncée clairement. Un garçon de 17 ans, formé à un coût énorme sur 2 ans, pilotant un avion que la nation ne pouvait pas se permettre de perdre, mourut délibérément pour tuer 66 marins américains et endommager un navire qui fut réparé et remis en service. Les 66 hommes qui moururent à bord du Brain étaient eux aussi jeunes, étaient eux aussi les fils de quelqu'un, avaient eux aussi écrit des lettres à la maison que leur famille recevrait avec la même douleur que la famille d'Araki.
ressentiraient en ouvrant les lettres qu'il leur avait laissées. Il n'existe aucun grand livre dans lequel tout cela s'équilibre. L'effet stratégique des dommages du Brain sur l'issue de la bataille d'Okinawa fut négligeable. L'île tomba aux mains des forces américaines. La guerre continua. Les attaques spéciales du printemps 1945, dont celle d'Araki faisait partie parmi des milliers, infligèrent de réelles et graves pertes à la flotte américaine, coulant des dizaines de navires et tuant des milliers de marins. Mais elles ne modifièrent pas l'issue de la guerre d'un seul jour, et le commandement japonais qui les ordonna comprit, à un niveau qu'il ne pouvait pas admettre publiquement, qu'elle ne le ferait pas. Les attaques continuèrent, non parce qu'elles gagnaient la guerre, mais parce que l'alternative était d'admettre que la guerre était perdue, et les hommes qui dirigeaient l'armée japonaise n'étaient pas, au printemps 1945, capables de faire cet aveu. Et ainsi, ils continuèrent à dépenser les vies de garçons de 17 ans contre un résultat que ces vies ne pouvaient pas changer. Les 5 jeunes hommes de la photographie moururent tous le 27 mai 1945. Araki et ses camarades du 72e escadron Shinbu faisaient partie des centaines de garçons du programme de jeunes aviateurs qui moururent comme kamikazes dans ces derniers mois. Une génération d'enfants qui s'étaient engagés par amour des avions et furent consumés dans des attaques à sens unique contre une flotte qu'ils ne pouvaient même pas arrêter. Les plus jeunes pilotes kamikazes, dans toutes les unités, avaient 17 ans, le même âge qu'Araki, et la grande majorité avait entre 17 ans et le début de la vingtaine. Ils étaient, dans le langage précis et terrible du programme, des garçons. L'institution qui les envoya connaissait leurs âges. Les mères et les pères qui recevaient leurs lettres connaissaient leurs âges. Le photographe qui prit la photo savait que le garçon tenant le chiot avait 17 ans. Tous ceux qui étaient impliqués dans la machinerie qui produisait les kamikazes savaient qu'ils envoyaient des enfants, et la machinerie les envoya quand même, parce que les hommes qui la dirigeaient avaient construit un système de valeurs dans lequel la mort d'un enfant pour la nation n'était pas une tragédie à prévenir, mais un honneur à conférer. La question de la façon de comprendre ces garçons et de ce qu'ils comprenaient eux-mêmes faire est celle qui a occupé les historiens, japonais, américains et autres, pendant les 80 ans depuis la fin de la guerre, et elle n'admet pas de réponse facile. L'image occidentale populaire du kamikaze, surtout dans les décennies d'après-guerre immédiate, était celle du fanatique, du zélote endoctriné consumé par un culte de la mort étranger. Et cette image était fausse, était une caricature construite par des gens qui avaient besoin que l'ennemi soit incompréhensible. Les garçons n'étaient pas des fanatiques. Ils étaient, pour la plupart, des jeunes hommes effrayés, réfléchis et ordinaires qui avaient été élevés dans une société qui plaçait la nation au-dessus de l'individu, qui avaient été formés dans une institution qui punissait toute déviation et qui faisaient les face à leur mort avec une gamme d'émotions qui incluait la résignation, la terreur, le chagrin, une tranquillité étrange et culturellement spécifique, et la peur animale simple que tout être humain ressent face à la mort certaine. Les lettres qu'ils laissèrent derrière eux, lorsqu'elles sont lues honnêtement et dans leur intégralité, ne ressemblent pas aux écrits de fanatiques. Elles ressemblent aux écrits d'enfants qui essaient très fort d'être courageux, qui se tournent vers le vocabulaire patriotique que leur culture leur a donné, parce que c'est le seul vocabulaire disponible pour la chose insupportable qui leur arrive. Et à travers le déploiement soigneux de ce vocabulaire, la voix inimitable d'un jeune ordinaire, effrayé et aimant, ne cesse de percer. Araki qui dit à ses petits frères de manger leur nourriture n'est pas la voix d'un fanatique. C'est la voix d'un garçon de 17 ans, qui, dans les dernières heures de sa vie, pensait à savoir si ses frères et sœurs cadets grandiraient fort. La caricature opposée, tout aussi fausse, est l'image des garçons comme pures victimes, pions impuissants sans aucune agentivité, contraints en masse à une mort qu'ils comprenaient et rejetaient, et dans laquelle ils étaient simplement forcés. Cela aussi falsifie les archives,
parce que cela dépouille ces jeunes hommes des choix véritables, bien que terriblement contraints, qu'ils firent à l'intérieur de la cage dans laquelle ils étaient placés, et parce que cela ignore la conviction réelle que certains d'entre eux ressentaient. Beaucoup de ces garçons croyaient, avec une sincérité, que la distance confortable de 80 ans devrait nous rendre lents à railler, que leur mort pourrait protéger leur famille et leur pays, que le sacrifice qu'ils faisaient avait un sens. Ils se trompaient sur la valeur stratégique de leur mort. Mais ils n'étaient pas stupides, et ils n'étaient pas simplement trompés. Ils étaient de jeunes gens faisant la chose la plus sérieuse qu'une personne puisse faire, mourir délibérément, dans un cadre de croyances et d'obligations que toute leur société avait passé toute leur vie à construire autour d'eux. Les comprendre exige de tenir deux vérités à la fois, qu'ils firent des choix et que l'éventail des choix qui leur étaient disponibles avait été délibérément et systématiquement rétréci par les adultes et les institutions qui contrôlaient leur vie, jusqu'à ce que le choix de mourir paraisse, de l'intérieur de la cage, comme la seule option honorable restante. Le poids moral de ce qui est arrivé à Yukio Araki ne repose pas sur le garçon de 17 ans qui monta dans le cockpit. Il repose sur les hommes, de plusieurs décennies plus âgés, qui construisirent le système qui l'y mit, qui calculèrent qu'une génération de garçons était une monnaie acceptable à dépenser contre une guerre qu'ils avaient déjà perdue, et qui continuèrent à dépenser cette monnaie longtemps après avoir su qu'elle n'achèterait rien. La photographie a survécu. C'est l'une des étranges miséricordes et cruautés de l'histoire que l'image prise ce dernier après-midi, le garçon et le chiot et les 4 camarades, ait survécu à tous ceux qui s'y trouvaient et voyagé dans un avenir qu'aucun d'eux n'aurait pu imaginer. Elle fut publiée au Japon et, dans les décennies suivant la guerre, dans le monde entier. Elle devint, pour des générations de personnes, qui n'apprirent jamais le nom d'Araki, le visage du kamikaze, mais un visage totalement différent de celui que la propagande de guerre des deux côtés avait construit. Ce n'était pas le visage d'un fanatique, d'un monstre ou d'un ennemi sans visage. C'était le visage d'un enfant, souriant, tenant un petit animal, par un après-midi de printemps. Les gens qui voyaient la photographie et apprenaient l'histoire qui la sous-tendait trouvaient qu'elle leur faisait quelque chose que les statistiques et la stratégie ne pouvaient pas faire. Elle rendait l'abstraction concrète. Les kamikazes n'étaient même plus un phénomène, une tactique, un problème de défense navale. Ils étaient ce garçon, avec ce chiot, cet après-midi-là, avec autant de temps qu'il leur restait. Et la reconnaissance qui affluait derrière cette réalisation, la reconnaissance qu'il avait 17 ans, qu'il avait construit des maquettes d'avions, qu'il avait écrit à ses petits frères de manger leur nourriture, qu'il avait coupé des mèches de ses propres cheveux à envoyer à sa mère, démantela toute la distance que le spectateur avait maintenue et la remplaça par quelque chose de plus proche du deuil. Au Japon, le souvenir des kamikazes est préservé dans des endroits qui reflètent la véritable difficulté que le pays a eu à savoir comment les commémorer. Au musée de la paix de Chiran, dans la préfecture de Kagoshima, près de plusieurs des aérodromes depuis lesquels les attaques spéciales furent lancées, les lettres, les photographies et les effets personnels de centaines de ces jeunes hommes sont préservés et exposés. Et les guides disent aux visiteurs, avec une insistance particulière, que le plus jeune des pilotes n'avait que 17 ans. Le nom du musée contient son argument. C'est un musée de la paix, fondé et géré sur le principe que la façon d'honorer ses morts est de s'assurer qu'aucune nation n'envoie jamais plus ses enfants mourir de la sorte, que la leçon des kamikazes n'est pas la gloire du sacrifice, mais la catastrophe d'un militarisme qui consume ses propres jeunes. Les visiteurs de Chiran, y compris les visiteurs étrangers, qui arrivent n'en attendant que l'intérêt historique du touriste, rapportent fréquemment ne pas pouvoir retenir leurs larmes en parcourant les salles de photographie de garçons souriants et en lisant les traductions de leurs dernières lettres. La biographie d'Araki lui-même fut écrite par un auteur japonais renommé de livres sur les kamikazes,
publié en 2004 sous un titre qui se traduit par « Yuki est mort à 17 ans lors d'une attaque kamikaze », avec un sous-titre qui évoque le chiot et la préciosité de la vie qui fut perdue. Le livre existe parce que son histoire, l'histoire du garçon de la photographie, ne laissait pas son pays l'oublier. Il reste la question des lettres et de ce qu'elles sont devenues, et de ce qu'elles nous demandent. La famille de Yukio Araki reçut, dans les jours qui suivirent la confirmation de sa mort, les lettres qu'il avait laissées et les lettres qu'il avait envoyées, et ils ouvrirent les 3 qu'il leur avait remises en avril, avec l'instruction de ne pas les lire avant qu'il soit parti. Nous n'avons pas de témoignage de ce moment, de son père et de sa mère assis dans la maison de Kiryu, à déplier les pages sur lesquelles leur fils de 17 ans s'était excusé de ne pas avoir été un meilleur enfant et avait dit à ses petits frères de manger leur nourriture. Mais nous pouvons l'imaginer, et l'imagination est peut-être la chose la plus proche de la compréhension que nous puissions atteindre à travers la distance de 80 ans et d'une langue étrangère et d'un mode de vie qui a disparu du monde. Les lettres furent écrites par un garçon qui savait que la seule façon dont sa famille les lirait jamais était s'il était mort, et qui y mit donc tout ce qu'il avait le plus besoin que sa famille sache, distillé jusqu'à l'essentiel par la pression de cette certitude. L'amour, les excuses, les instructions, les mèches de cheveux, le badge de l'escadron, la promesse de se retrouver sous les cerisiers à Kudan. Ce furent les derniers mots d'un garçon de 17 ans, aux gens qu'il aimait le plus, écrits dans la connaissance qu'il ne serait jamais que les mots des morts. Il n'était pas un héros au sens que revendiquait la propagande de guerre de son propre pays. Le sacrifice volontaire offert de bon gré pour la gloire de l'empereur. Il n'était pas un fanatique au sens que revendiquait la propagande de guerre de ses ennemis, le zélote inhumain incapable de sentiments normaux. Il était un garçon de 17 ans d'une ville textile qui aimait les avions, qui tenait un chiot lors de son dernier après-midi, qui écrivit à ses frères au sujet de la nourriture et qui fit voler un avion obsolète dans le flanc d'un destroyer américain au matin du 27 mai 1945. Parce que les adultes qui dirigeaient son monde avaient décidé que sa vie était une chose qu'ils étaient en droit de dépenser. Le destroyer survécut. La guerre fut perdue quoi qu'il arrive. Les 66 marins américains qui moururent à ses côtés avaient eux aussi 17, 18, 20 ans, étaient eux aussi les fils de quelqu'un, écrivirent eux aussi des lettres à la maison. Il n'y a aucune gloire dans tout cela qui résiste à un examen attentif. Et il n'y a aucun réconfort à trouver dans la stratégie ou la politique. Et il n'y a aucune leçon nette qui résout la douleur que la photographie produit. Il y a seulement le garçon et le chiot, et le sourire, et les lettres, et le silence particulier qui entoure la reconnaissance qu'il avait 17 ans, qu'il avait toute une vie qu'il ne vivrait jamais, que ses petits frères grandirent sans lui, et que la dernière chose qu'il voulait qu'ils sachent était qu'ils devraient manger leur nourriture pour grandir. Le sort du chiot n'est pas consigné. C'était un petit animal sur un aérodrome lors du dernier printemps d'une guerre perdue, et les garçons qui l'avaient adopté s'envolèrent le matin du 27 mai et ne revinrent pas. Et ce qui lui arriva ensuite, personne ne l'a écrit. Peut-être qu'un autre groupe de jeunes hommes l'adopta. Peut-être qu'il erra dans la campagne dévastée par la guerre. Peut-être que, comme tant d'autres choses de ces derniers mois, il disparut simplement dans le chaos d'un empire en train de s'effondrer. Nous savons seulement que lors d'un après-midi de fin mai 1945, un garçon de 17 ans qui serait mort dans les 24 heures le tint contre sa poitrine et sourit à un appareil photo, et que le sourire était réel, et que le moment de bonheur ordinaire et simple était réel, et que l'appareil photo le captura et le tint, et qu'il a été tenu depuis lors, à travers 80 ans, à travers des océans, à travers le grand fossé entre les vivants et les morts. Une seule photographie d'un garçon et d'un chien lors du dernier bon après-midi d'une vie que le monde était sur le point de prendre. 17 ans. Une photographie. Une dernière lettre disant à ses petits frères de manger.
Dites-nous dans les commentaires, à quoi pensez-vous que Yukio Araki s'accrochait dans ce sourire lors du dernier jour entier de sa vie? Et que devons-nous, toutes ces années de plus tard, à une génération de garçons qui furent envoyés à la mort par des hommes qui avaient déjà perdu la guerre? Partagez vos réflexions ci-dessous. Car ce sont précisément ces questions que les manuels d'histoire ne parviennent jamais vraiment à répondre. Abonnez-vous et activez les notifications, car chaque semaine nous retournons dans les archives pour les histoires humaines derrière la grande catastrophe du XXe siècle. Celles racontées non pas à travers les statistiques, mais à travers les gens qui vécurent et moururent en leur sein. Et maintenant, regardez cette prochaine vidéo, car il y a plus dans cette mode histoire qu'un seul après-midi pouvait contenir.